CRTV News, ici. À présent, nous parlons de l'incident au tribunal de première instance de Douala-Bounanjo avec Maître Claude Assira. Bonsoir et bienvenue à Twilight. Bonsoir Madame Gisèle Onguéné. Ici, il y a un rituel. Oui. On se désinfecte les mains. Je m'y prête volontiers. Merci. 30 secondes. Merci. Pour rentrer comme vous êtes venu, sain et sauf. Très bien. Alors, c'est un sujet délicat qu'on aborde ce soir. Si on ne l'aborde pas, c'est comme si on cachait quelque chose. Donc, je compte sur vous. Vous êtes avocat. Vous êtes concerné, même si, au premier plan, vous n'avez pas été acteur. Alors, est-ce que vous pouvez nous redire ce qui s'est passé? D'abord, la version des avocats. La charité bien ordonnée commence par ça. Vous savez que ceux qui commentent souvent une actualité ne sont pas forcément ceux qui y ont assisté. Et donc, par conséquent, un commentaire au loin exige un minimum de prudence et de précaution langagière. Mais à force d'entendre quand même, puisqu'il s'agit de quelque chose qui se passe pratiquement chez nous, à force de faire les recoupements, on finit par avoir une petite idée de ce qui a pu se passer. Et il peut apparaître de façon relativement certaine aujourd'hui que un justiciable s'est plaint de ce qu'il aurait donné une somme d'argent à 2 avocats pour pouvoir garantir le résultat d'une décision de justice qu'il escomptait. Et les avocats en question, d'après les dires de ce justiciable, étaient censés remettre cette somme d'argent au magistrat qui était en charge de ce dossier. Et manque de bol pour lui, il se trouve que le résultat que lui l'attendait ne se réalise pas, et donc par conséquent, il fait une scène, un esclandre au tribunal, et les confrères sont associés à cela et sont malheureusement interpellés, placés en garde à vue, avec le grand retentissement médiatique que vous indiquez. Donc pour les avocats, ils estiment aujourd'hui, personne n'ayant été dans la coulisse, n'ayant assisté réellement aux faits, on peut se contenter de ce qui nous est dit, ce qui nous est rapporté avec plus ou moins de certitude. Et les avocats prétendent qu'ils ont reçu bel et bien une somme d'argent, mais que cette somme d'argent était destinée à couvrir le montant de leurs honoraires et rien d'autre. Et qu'ils n'ont pas eu besoin d'indiquer quoi que ce soit pour pouvoir extorquer cet argent au justiciable en question, ni pour pouvoir, et ne l'ont pas reçu non plus, au fin d'aller le remettre au magistrat afin de le corrompre pour obtenir de lui un fléchissement de sa décision dans le sens de ce qui était attendu. C'est à peu près ce que nous savons à ce jour. Ça, c'est la version des avocats. Puisqu'on doit parler équitablement. Tout à fait. L'équité est toujours bien. Alors, la version des pouvoirs publics? Alors, de l'autre côté, le ministère public qui, lui, mène l'accusation. Alors, on va dire ministère public. Le ministère public, c'est donc le procureur de la République, le parquet. Lui, il prétend que, évidemment, il poursuit pour 3 motifs au départ. Outrage à magistrat, personne, et ensuite pour escroquerie. L'escroquerie étant résultant du fait que les confrères, d'après l'accusation, auraient fait croire aux clients, aux justiciables, qu'ils allaient utiliser cet argent dans un but autre que celui qui concernait le paiement, la juste rétribution de leur mission d'avocat. Et escroquerie également, tentative d'escroquerie, qui est, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, la prétention, les indications, les allégations selon lesquelles cette somme d'argent était destinée à être remise au magistrat pour pouvoir obtenir de lui une décision favorable. Alors, le maillet est tombé sur la table, la sentence a été prononcée. Les 2 avocats, il y a 2 avocats qui doivent payer, je crois bien, 1 million de francs CFA, et on leur a infligé une sanction et puis doivent aller en prison, je crois, pour 1 an. Non, pas du tout. Alors, c'est pas exactement c'est quoi ça. La sentence? Ils ont été condamnés, ils ont été placés d'abord en détention
pour le temps que leur affaire puisse être jugée. Et puis par la suite, la sentence, c'était je crois 1 an d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans. Ce qui veut dire concrètement qu'ils ne vont pas faire de prison, ils ne retournent pas en prison. Mais à la réalité, pendant 5 ans, leur peine est suspendue. Le sursis est une mesure d'exécution d'une condamnation. En gros, ils ne vont pas en prison, mais la condamnation est suspendue pendant 5 ans. Ce qui veut dire en d'autres termes que si, dans le délai de 5 ans, ils ne font rien du tout, le sursis tombe. Ils ne vont plus avoir cette menace-là. C'est une épée de Damoclès qui est sur leur tête. En revanche, si dans le délai de 5 ans, il leur arrivait de commettre une nouvelle infraction, non seulement il va y avoir la révocation du sursis, c'est-à-dire que le sursis va tomber, ils vont donc être amenés à faire 1 an d'emprisonnement s'ils commettent une autre infraction dans le délai de 5 ans. Et si cette infraction est éventuellement un des éléments de la récidive, ils peuvent également être en état de récidive. Donc ils accompliraient non seulement la nouvelle infraction qu'ils ont commise, plutôt la peine pour la nouvelle infraction qu'ils auraient commise, mais également la peine d'1 an qui a été prononcée en novembre 2020. Alors, je vais vous proposer à vous et aux téléspectateurs d'avoir la version de la CRTV. C'est un reportage qui a été réalisé par CRTV Littoral. Regardons. Commencé le 2 novembre 2020, un certain Noubom est condamné par le tribunal de première instance de Douala-Bounanjo à 18 ans de prison. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 5 novembre 2020, un certain Wanan, frère du condamné, se présente par devant la juge de l'affaire pour exiger le remboursement d'une somme de 3 millions de francs CFA qu'elle aurait perçue pour élargir purement et simplement le condamné. Face à l'étonnement de la juge, Sieur Wanan va brandir les voice WhatsApp des avocats en guise de preuve. Sur le champ, une procédure judiciaire est ouverte. Les 2 avocats sont convoqués et de leur première audition, ils reconnaissent avoir perçu 3 millions de francs CFA, argent qui devait couvrir leurs honoraires. Et pourtant, les voices des 2 avocats envoyés à leurs clients laissaient entendre que cet argent était prédestiné à la juge. La police judiciaire va se saisir de l'affaire. Les 2 avocats sont mis sous mandat de dépôt. C'est donc lors de la première audience de comparution des 2 avocats que la confrérie a assiégé le tribunal de première instance de Douala-Bounanjo hier. Fait particulier dans cette affaire, de 18 ans de prison, il s'agit plutôt de 18 mois d'emprisonnement pour le sieur Noubom qui est à l'origine de ce scandale de corruption. Merci Joseph Itoté de nous rappeler ces faits. Alors maître, dites-nous, comment est-ce qu'on ne trouvait pas qu'il y a une sorte de décret, que la crédibilité du système judiciaire est un peu mise en cause? Vous avez tout à fait. Que des justiciaires, des auxiliaires de la justice accusent leur tutelle. Vous avez tout à fait raison. On va dire que c'est une affaire qui tombe extrêmement mal, même si les faits se révélaient ne pas être avérés par la suite. Il n'en demeure pas moins que c'est une pierre de plus qui est jetée dans le jardin de la justice en général et en particulier des avocats, dont le grand public, malheureusement, n'a pas toujours une image particulièrement reluisante. Et là, en l'occurrence, on aurait vraiment bien aimé que ce fait ne se réalisât jamais à l'intérieur de notre cour. Et on peut évidemment parfaitement regretter que la réalité rattrape en quelque sorte l'ensemble des éléments, que les griefs que beaucoup de personnes du grand public ont souvent l'habitude de faire aux avocats. Maintenant, encore une fois, il ne faut jamais regarder les choses uniquement d'un seul point de vue, parce que d'un autre côté, il faut dire sans rien banaliser que cette affaire, me semble-t-il, aurait pu être largement évitée, très 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 largement évitée, à la fois dans sa réalisation initiale, originelle, mais également dans l'ampleur qu'elle a prise. Je vous signale en passant qu'il s'agit d'avocats. Et les règles de justice, de gens de justice, veulent que lorsque un avocat est concerné par une procédure pénale, qu'avant que la machine judiciaire ne se mette en œuvre, que leur garant, leur représentant moral, le bâtonnier, puisse être informé.
Mais vous êtes orphelin. Cela n'a pas été fait. Oui, c'est vrai que le bâtonnier en chair, mais on n'est pas totalement orphelin. Le bâtonnier en chair est décédé, comme tout le monde le sait, malheureusement. Je crois que c'est une grande première dans l'histoire du barreau. On n'a jamais connu une situation pareille, le barreau camerounais en tout cas. Mais il y a quand même il y a un remplacement qui s'est fait, l'intérim, voilà, tout à fait, qui est assuré actuellement par maître bâtonnier Claire Atangana Bikuna. Et donc, théoriquement, il n'y a pas un orphelinat. On n'est pas orphelin totalement abandonné. Il devait donc, à mon avis, Parce il y avait... que cela semble un peu... ça me met mal à l'aise de voir des avocats à la barre devant d'autres avocats. C'est un peu inconfortable. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une situation qui n'est confortable pour personne, ni pour la justice d'une façon globale, qui ne va pas sortir de là particulièrement honorée, parce que de notre côté, il y a aussi les magistrats, ni encore moins du côté des avocats. Mais comme le Conseil demande toujours de balayer d'abord devant sa porte, je m'intéressais préalablement à la question des avocats qui, là, à tort ou à raison, hein, encore une fois, personne n'a vraiment la vérité absolue de ce qui a pu se passer ce soir-là, mais il n'en demeure pas moins que les avocats sont concernés, qu'on le veuille ou pas. Et ces avocats sont concernés et viennent rajouter dans la liste déjà malheureusement très très longue des griefs qu'on peut avoir contre eux. Et cette affaire ne vient donc pas forcément nous arranger. Mais en même temps, les magistrats aussi ne peuvent pas prétendre qu'ils sortiront de là particulièrement grandis. Je vous signale en passant que nous, on a beaucoup regretté, tout le grand public a regretté que le dernier Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu n'ait pas tenu une session disciplinaire qui aurait pu examiner la situation disciplinaire des magistrats. Ce qui veut dire que même si elle ne s'est pas tenue, il y a aussi dans le corps de la magistrature un certain nombre de comportements de déviance qui sont souvent réalisés et nous aurions donc, de mon point de vue, eu un grand intérêt à ce que ce genre de situation ne prenne pas cette ampleur-là et il me semble qu'il aurait été possible que le procureur de la République ne s'emballe pas immédiatement et prenne peut-être un peu plus de précautions en essayant de régler cette question comme ça se fait habituellement selon les règles des gens de justice. Vous dites que vous n'êtes pas orphelin, mais c'est tout comme... Quelle est donc la position de l'ordre? Je ne vais pas dire ici que l'intérim est inefficace. Quelle est la position de l'ordre pour défendre ses membres? La position de l'ordre, je pense que ça a été exprimé de façon assez claire. Et vous avez d'ailleurs pu constater qu'il y a eu un grand mouvement au sein du corps des avocats parce que dans un premier temps, on a eu le sentiment que la sanction de l'ordre, du Conseil de l'ordre en tout cas, était beaucoup plus sévère. L'ordre est confronté à deux réalités, deux grosses difficultés. Une difficulté de l'intérieur, qui est celle d'avoir à manager un corps de personnes qui sont censées être des défenseurs. Ce sont pratiquement ceux qui sont les tenants de l'œuvre de défense nationale et internationale, à l'intérieur d'un même corps. Mais en même temps, l'ordre est censé protéger les avocats contre les agressions extérieures, que ces agressions viennent des pouvoirs publics, des magistrats ou éventuellement du grand public. Or, dans les premières heures qui ont suivi la révélation de ce fait, les premières décisions que le Conseil de l'ordre a prises nous sont apparues comme étant des décisions qui ménageaient ce que nous considérions comme étant les agresseurs extérieurs. Encore une fois, de ce vaudeville, il n'y a personne qui sortira véritablement grandi. Et je pense qu'il y a là-dedans, qu'on le veuille ou pas, certainement une distribution des torts, même si on n'a pas été présent. Donc, quand le Conseil de l'ordre décide d'intervenir, il vous dit, moi je vais poursuivre les confrères, mais pour les autres, on verra, on va lancer une enquête et on verra dans quelle mesure éventuellement il pourrait être possible que. Je voulais juste vous préciser que les avocats font l'objet depuis plusieurs années déjà, depuis plusieurs mois en tout cas, de tellement de frustration. Le nombre de confrères qui sont interpellés, qui font l'objet de brutalité, qui font l'objet de mesures de violence, qu'elles soient verbales ou autres, qui sont empêchés d'exercer convenablement leur métier, il est tellement grand, tellement important. Le Conseil de l'ordre en a été régulièrement saisi. Il a également, à son tour,
me semble-t-il, je pense, je crois pouvoir le dire avec certitude, saisi les autorités judiciaires, sans qu'il n'y ait eu, même si elles prétendent avoir pris les mesures nécessaires à la mesure des difficultés rencontrées, il se trouve qu'il n'y a pas eu de changement véritable sur le terrain. Donc, lorsqu'on se retrouve confronté à une nouvelle complication, un nouvel emballement de la machine judiciaire contre des confrères, et que le Conseil de l'ordre semblait, en tout cas, dans les premières heures, prendre faisait, j'allais dire, pratiquement, il semblait manifestement avoir pris le parti de défendre à nouveau les autorités judiciaires. Cela nous a paru être une injustice qui n'était pas du tout normale. Et en l'occurrence, je pense que depuis lors, les choses ont été corrigées. Je pense qu'il y a eu comme une sorte d'équilibre, l'ascension aujourd'hui, qui va peut-être permettre aux uns et aux autres de se retrouver. Parce que, encore une fois, il faut le dire, on n'a aucune raison de se taper dessus. Ni les magistrats, ni les avocats. La justice, dans tous les pays du monde, c'est une grande maison avec plusieurs dépendances. Et chacun peut largement y avoir sa place. Donc nous concourons tous à la même œuvre de justice dont on connaît l'importance dans un pays. La justice est à la fois celle qui prévient les difficultés, mais c'est aussi celle qui répare après. Donc si on ne peut pas se mettre d'accord, trouver une sorte de modus operandi, de modus vivendi à l'intérieur du corps de la justice, eh ben, je pense que tout le monde a à y perdre. Et on va peut-être profiter de cette mauvaise situation, de ce mauvais vent, pour enfin remettre les choses sur la table, faire une sorte de catharsis, et puis réussir à trouver la meilleure façon de repartir ensemble. On se sépare bientôt, mais apparemment cette situation repousse, renvoie à une date, on sait pas, je ne peux pas dire s'inédiée. On ne sait pas quand les obsèques et les hommages aux bâtonniers partis. Oui, tout à fait. Je pense que vous l'avez dit, c'est effectivement s'inédié. C'est une situation qui est un peu... Je vous dis, tout ce que nous connaissons dans le corps des avocats depuis quelques années est vraiment de l'inédit. Que les avocats n'aient pas la possibilité de s'exprimer, qu'ils soient mis des entraves anormales contre leur exercice professionnel, qu'on se retrouve un jour avec un bâtonnier décédé sans que personne n'ait vu venir, que les obsèques programmées soient déprogrammées. Ce sont des situations qui sont inédites, que nous essayons d'absorber moralement, psychologiquement, mentalement, mais je pense qu'un jour ou l'autre, peu importe la durée de la nuit, eh ben, le jour finit toujours par se lever. Maître Kodassira, merci infiniment d'être venu. Je vous remercie de votre invitation. C'est pas la dernière fois. J'espère bien. on va répéter l'exercice. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci de rester des nôtres. Je vous annonce pour vous qui êtes fans de CRTV News que CRTV News rencontre la SNH demain à 10h au Centre Excellence de la CAF à Banco. C'est pour une partie de football. Vous êtes tous conviés pour voir comment les micros se battent contre les experts du pétrole, les produits pétrolifères. On va prendre une petite respiration et nous retrouver pour la suite du programme. Bienvenue à cette édition de CEMAC News. Les institutions financières interconnectées pour une interopérabilité dans les transactions financières en zone CEMAC. Le 7e contingent du genre, conduit par le colonel Zameyomba Richard, reçoit du plénipotentiaire du chef des forces armées le drapeau des étendards à faire rayonner à la République sœur de Centrafrique. En prélude à cette édition 2020, le directeur régional UNESCO Afrique centrale, Salah Khaled, a réuni autour d'un échange virtuel jeunes artistes, influenceurs et artistes de la paix. Objectif, préserver la paix. Recevoir le règlement, d'harmoniser, de faciliter et de clarifier les procédures. Fini les intermédiaires et la paperasse jusque-là, cauchemar des usagers.
Il s'agit plus d'aller dans une espèce de jungle normative. Vous avez un seul instrument qui vous permet de voir plus clair en ce qui concerne les procédures de dédouanement. Cette infrastructure d'intégration régionale fait partie des projets prioritaires du nouveau partenariat africain pour le développement, NEPAD. Les prix des produits agricoles exportés par les 6 pays de la zone CEMAC sont en baisse de 7,6% au deuxième trimestre 2020 contre performance. Alors, le public a d'autres préoccupations. Nous avons dû rappeler Maître Claude Assira. Maître, merci d'être resté. On sait que votre agenda est assez rempli, mais votre séjour ici vous plaît, j'espère? Non, je ne m'ennuie pas du tout. Merci. Je suis en très bonne compagnie, je vous remercie. D'accord. Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas une querelle entre les enfants d'une même mère, la justice? C'est comme je vous le disais tout à l'heure. Vous savez, le conflit, il est normal. À partir du moment où vous avez deux personnes qui se rencontrent dans un espace clos, il est normal qu'il puisse y avoir un conflit. Et ça n'a rien à voir avec des questions d'amitié ou d'inimitié. Parfois, d'ailleurs, dans la même maison, un couple qui est pourtant uni sur la base de sentiments amoureux, il arrive parfois qu'il puisse y avoir des moments de discorde. Ça peut arriver également, même si en matière de justice, le conflit, il est potentiel. Dès lors que vous avez deux consciences qui se rencontrent, le conflit est potentiel. Or, dans nos professions à nous, vous avez d'une part des gens, les juges, qui eux sont censés trancher. Il faut qu'ils rendent une décision. Et ils vont rendre cette décision parfois contre l'avocat qui lui défend des intérêts. Et donc, qu'on le veuille ou pas, il y a un conflit qui est latent, qui est potentiel et qui est inhérent aux professions de l'un et de l'autre. Et je voudrais indiquer que ces conflits ont souvent eu dans la répercussion, dans le temps et même parfois dans l'histoire, un certain nombre de retentissements. Et on en a tenu compte parfois dans certains pays, dans certains systèmes, où on a mis en place des services, une sorte de forum à l'intérieur desquels et les avocats et les magistrats se rencontrent périodiquement. Ça peut être tous les 15 jours ou éventuellement tous les mois, le dernier vendredi du mois, pour essayer de débattre leurs problèmes et les mettre sur la place publique pour essayer de trouver une solution. Et ça va par exemple de la question de la ponctualité des uns et des autres aux audiences, jusqu'au rendu de la décision dans des conditions et formes qui permettent aux uns et aux autres de retrouver la dignité de leur profession. Malheureusement, alors que nous sommes, nous, une tradition de dialogue et de grands débats sous le baobab, j'ai du mal à comprendre que dans notre cadre à nous, nous n'ayons pas pu adapter la justice moderne, tout à fait, la justice moderne aux réalités culturelles et aux pratiques qui sont pourtant des pratiques tout à fait de nôtres, pour plus d'efficacité, pour la recherche de l'efficacité pour tout le monde. Maître Claude Assira, on vous sait fin, subtil, perspicace. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'instrumentalisation derrière tout ça? Là, en tout cas, toute honnêteté, dans le cas que vous êtes en train de nous indiquer, s'il y a eu une instrumentalisation, je crains qu'on ait voulu instrumentaliser un fait pour pouvoir jeter l'opprobre sur une catégorie professionnelle. S'il y a eu une instrumentalisation, c'est pour ça que je vous ai indiqué tout à l'heure, dans l'une de mes prises de parole antérieures, qu'il puisse y avoir, je ne pense pas que nous soyons, nous, avocats, des êtres purs qui ne puissent pas avoir, d'une façon ou d'une autre, de brebis galeuses. Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça a été le cas en l'occurrence, mais ce genre de situation, tout à fait, on sait les régler déjà. Je suis sûr que s'il y a eu ce genre de situation, là, ce n'est pas la première fois que ce genre de situation ait pu se produire dans un tribunal quelconque. Même dans le clergé, il y a ce genre de situation, mais Très ça bien. se règle dans Pourquoi a-t-on cru devoir mettre l'accent, emphasize, comme on dit en anglais? J'ai compris tout à l'heure que vous aviez un niveau d'anglais qui était parfaitement respectable. Pourquoi a-t-on cru devoir insister là-dessus? Je pense que, tout en ne niant pas du tout la réalité et la gravité d'un fait, on peut aussi trouver en bonne intelligence des façons de pouvoir les régler
sans avoir besoin de jeter l'opprobre. Donc, si vous parlez d'instrumentalisation, de mon point de vue, l'instrumentalisation, c'est les avocats qui auraient pu se plaindre dans ce cas précis. Alors, est-ce que vous ne voulez pas un peu trop, vous les avocats, au point de ne pas offrir, comment dire, les honneurs qu'il faut à votre père qui est parti? Pourquoi vous mélangez? Pourquoi vous saisissez l'occasion pour mettre les obsèques sous embargo? Nous n'avons pas refusé. Si j'en juge par la décision qui a été prise par le Conseil de l'Ordre, le Conseil de l'Ordre n'a pas renvoyé sine die. Il faut qu'on s'entende bien. Le Conseil de l'Ordre a maintenu les obsèques, mais simplement n'a pas voulu qu'elles se déroulent dans un contexte aussi embrouillé que celui qui était. Nous n'avions pas eu l'occasion, à ce jour-là encore, au jour où c'était prévu, c'est-à-dire c'était jeudi, hier, ça devait se faire normalement dans la cour d'honneur de la Cour suprême, en présence de magistrats. Nous avons estimé que pour... Tout à fait. Pour éviter l'hypocrisie, il fallait qu'on marque le coup. Parce qu'il s'agit d'un événement fort quand même. C'est votre plaidoyer, c'est votre façon de plaider pour... Pour le bâtonnier? Non, pour retrouver vos droits. Non, moi je pense qu'il n'y a pas de façon. Je vous ai indiqué tout à l'heure que personne ne sait où placer. S'il y a une seule personne dans le corps de la justice ou sur l'ensemble du territoire camerounais qui a la possibilité de nous indiquer que voici comment il faut faire et voici comment il ne faut surtout pas faire, je vous assure que nous serions preneurs. Nous nous retrouvons confrontés à des situations qui sont inédites, qu'on n'a jamais connues de par le passé. Deux faits qui se télescope, à la fois un événement violent, la perte d'un bâtonnier, d'un ami, d'un père, PAIR, qui est aussi un père pour beaucoup. Et dans le même temps, tout à fait, et dans le même temps, une difficulté tectonique. Vous avez tous assisté à cette charge brutale que les avocats, les confrères, moi je l'ai vécu même sans y être, comme si je la vivais dans ma propre chair. Parce que je ne pense pas que on avait besoin d'arriver à ce niveau de violence. Ça aurait pu être réglé. Même les magistrats le reconnaissent. Beaucoup de magistrats qui sont sincères, qui sont des gens souvent respectables, le reconnaissent parfaitement. Je pense que cet incident aurait pu être réglé différemment. Or, ces deux incidents viennent se télescoper. Où faut-il placer le curseur pour à la fois indiquer notre désapprobation, mais en même temps rendre les honneurs aux bâtonniers? Nous avons pensé qu'on ne pouvait pas le faire dans ce contexte-là, dans ce cadre spatial, mais nous n'avons été pour rien du tout pour la déprogrammation du cadre temporel que les personnes auxquelles le corps du bâtonnier appartient ont décidé de prendre. Nous n'avons fait que nous incliner et le respecter. Nous ne pouvons pas faire autrement que de respecter la décision, le vœu qu'a exprimé la veuve et le chef traditionnel. Mais nous espérons aussi que lorsque le moment nous sera donné, l'occasion nous sera donnée, nous allons alors avoir l'occasion de rendre ces hommages qui ont simplement été reportés dans le temps. Maître Assira, cette fois-ci, je vous laisse partir. Merci d'être venu. Merci à vous. Au plaisir. Merci. Mesdames, Messieurs, on va se retrouver dans quelques 3 minutes pour prendre des nouvelles en langue française avec Laurence Ocalia.